Renommés pour sa châtaigne, les Cévennes voient leur paysage se transformer. Une nouvelle forêt apparaît, impliquant de nouvelles pratiques sylvicoles. Pendant des siècles, les Cévenols ont cultivé l'arbre à pin et construit des vergers sur ce territoire escarpé. Mais le châtaignier dépérit et laisse le champ libre à d'autres essences. Une légende locale, profondément ancrée, prétend que les pins étoufferaient les châtaigniers. Est-ce juste d'attribuer le dépérissement du châtaignier au succès d'une autre essence ? Le châtaignier, il lui faut de l'eau, de la chaleur et un sol profond. Avec les sécheresses successives de ces dernières années, c'est-à-dire liées au réchauffement climatique, fait que le châtaignier est dépéri en Cévennes. La chancre et l'encre sont deux champignons qui ont beaucoup affecté les châtaigniers dès la fin du 19e et au courant du 20e, et font dépérir et achèvent des arbres pluricentenaires très régulièrement encore ces dernières années. Cette monoculture, sur 30 000 hectares, y compris là où elle n'était pas adaptée écologiquement, est fragile et trop peu entretenue depuis des décennies. Alors que les châtaigniers devraient monter en altitude pour résister au réchauffement climatique, les pins, mieux adaptés, s'étendent au cœur des châtaigneraies dépérissantes. Tels le pin sylvestre, essence locale, le pin laricio de Corse, planté pour restaurer des paysages surpâturés, ou le pin maritime, rapporté des Landes pour l'extraction minière. Les ingénieurs de cette époque-là s'étaient rendus compte que le pin maritime avait de bonnes caractéristiques, qualités technologiques qui permettaient d'étayer les galeries. Et les mineurs disaient le pin maritime chante, et quand le pin maritime commençait à chanter, eux, ils quittaient rapidement les galeries parce qu'ils savaient que, à force de plier sous le poids des roches, la galerie allait finir par s'effondrer, et ça leur laissait le temps, la plupart du temps, de quitter la galerie qui devenait dangereuse. Le pin maritime accompagnait la fermeture des mines, donc la déconstruction complète de notre tissu à la fois économique et social. Donc c'est vrai que le pin maritime a aussi récolté un petit peu ce mal-être des populations. Il faut qu'on arrive à expliquer qu'au contraire, le pin maritime, finalement, il n'y est pour rien. Il est là et au lieu de le considérer comme un ennemi, il faut absolument s'en faire un ami. C'est la manière la plus intelligente, à mon avis, de gérer notre environnement, parce que le pin maritime, il est là pour un moment de plus. C'est certainement l'essence locale qui va tenir au réchauffement climatique. Donc prenons conscience de cela et mettons tous les moyens, tous les atouts de notre côté pour d'une faiblesse en faire une force. Et pour en faire une force, les Cévenols se mobilisent et expérimentent de nouveaux usages au pin. C'est des poches qui servent à récolter la résine du pin maritime. C'est donc la pratique du gémage, une pratique qui existe depuis l'Antiquité. C'est un produit naturel qui est composé d'essence de térébenthine. C'est une partie liquide et il y a une partie un peu plus solide mais qui reste souple, c'est la colophane. Utilisée dans l'aromathérapie, la pharmacie, la cosmétique ou encore la chimie verte, cette gemme, récoltée en utilisant un activant bio, offre de belles perspectives d'avenir. Aujourd'hui, quand même, le pin maritime retrouve ses lettres de noblesse pour le bois de coffrage dans le bâtiment. On a des scieries locales qui aujourd'hui travaillent pour des marchands de matériaux et fournissent du bois de coffrage en pin maritime cévenois. À Saint-Martin-de-Boubeau, le maire a été l'un des pionniers d'un autre usage possible des pins, pour le chauffage collectif de sa commune. Et la facture a ainsi été divisée par 3. Le volume de bois qui est derrière moi nous permettra de chauffer l'ensemble des immeubles de la commune pendant au moins une saison de chauffe, voire 2 saisons de chauffe selon le climat de l'année, bien sûr. Mais on a largement plus que ce qu'il nous faut pour chauffer une année. Donc voilà les plaquettes qui résultent du broyage des pins que vous avez vu en face et qui vont permettre d'alimenter notre chaudière dès cet automne. Le but du territoire, c'est de tendre vers une certaine autonomie en la matière et d'éviter de consommer du fioul. On a du bois, on a une ressource locale et on l'utilise. Cévennes, c'est un pays touristique, mais aujourd'hui la forêt est en danger par rapport à un risque très important chez nous qui est le risque incendie. On ne s'en coupe pas. Et l'idée qu'on partage au niveau des élus du pays Cévennes et de l'agglomération, c'est que plus on aura d'activités humaines en forêt, plus elle sera surveillée
et moins on pourra avoir de départs de feu qui peuvent être catastrophiques, comme Daniel de Mattei l'a connu en 1985. On a vu notre environnement changer du tout au tout, en quelques jours, en 3 jours. D'abord l'odeur qui est l'odeur de bois brûlé pendant des jours et des jours pour peu qu'il fasse humide après, etc. C'est affreux, déjà, c'est dur. Et puis de voir le spectacle de ces montagnes carbonisées, j'ai déprimé, moi, réellement. Et c'est là que je me suis dit, il faut faire quelque chose, quoi. On a les petits bras, il faut faire quelque chose. Et on s'est lancé dans ces associations. Alors, on a démarché les gens, tout ça. Et ça a bien marché, hein, ça a bien marché parce qu'on a reboisé. Et maintenant, on est dans une nouvelle impulsion et il faut élargir le canal historique que nous étions avec de nouveaux partenaires, des nouveaux adhérents, de nouveaux propriétaires, parce que les choses changent, et les impliquer dans cette démarche généreuse. Il faut y aller et on est à fond là-dedans. En créant des associations de propriétaires, une dynamique s'engage et une culture forestière commence à se diffuser sur le territoire. La machine me mesure, elle a une catégorie de diamètre, donc elle se fie à ça. Et après c'est l'œil, si j'estime que le produit n'est pas conforme parce qu'il est trop noueux, pas droit, je le déclasse dans une autre catégorie. Maintenant on est systématiquement en éclaircie, puis je dis bien là c'est du petit diamètre, ce serait ridicule de tout mettre au tapis, quoi. Là ça va donner de la valeur au peuplement, on enlève tous les dominés, quelques dominants pour que les arbres qui ont de l'avenir puissent justement l'avoir. Donc forcément le peuplement derrière en ressort que mieux, quoi. Ici, il y a eu une éclaircie avec un prélèvement d'environ 1 arbre sur 3, voilà, autour de 35%. Avec un tri des bois, donc on a plusieurs tas de bois ici. Le premier, c'est ce qui va partir pour faire du papier, donc ce qu'on appelle le bois d'industrie. Et ensuite, on a différents tas qui représentent des billons, qui ont plusieurs diamètres ou plusieurs longueurs en fonction des besoins des scieries. Et puis on peut retrouver aussi du piquet également. On a un tri dans le bois qui est aussi pas payé au même tarif aux propriétaires en fonction de ces différents produits. Pour guider les propriétaires forestiers, désireux de valoriser leurs parcelles, le Centre national de la propriété forestière a pour mission de les accompagner en leur laissant le libre choix de leur parcours sylvicole. C'est la dernière que j'ai faite, mais il manque encore quelques propriétés dessus. Donc ça c'est un document de travail qui nous permet en fait de spatialiser les demandes de diagnostic et de conseil dans le cadre de l'action que l'on mène. On a proposé aux propriétaires du territoire une visite conseil gratuite de leurs parcelles boisées. Cette vision globale nous donne un peu des perspectives sur des potentiels regroupements de chantiers, de l'organisation de coupe. Pour mettre en œuvre des opérations, il faut à un moment donné qu'on dépasse des seuils économiques qui deviennent cohérents après pour le déplacement d'engins. C'est que nous, on n'y connaît rien. N'importe qui me dira, cet arbre, il fait 2 mètres cubes alors qu'il en fait 4. Eux, ils viennent, c'est mesuré, et c'est passé aux enchères, donc on sait combien on va toucher. Après, ils demandent, est-ce que vous vendez, est-ce que vous ne vendez pas, et voilà. Et nous, comme cette parcelle-là nous semblait vraiment intéressante parce qu'il y avait des beaux arbres, qu'il y avait un beau potentiel, on leur a proposé une gestion un petit peu différente, avec une gestion futée régulière, donc une conversion vers de l'irrégulier, en faisant une éclaircie plutôt douce, avec un prélèvement pas trop fort. Et ce que les gens ont le plus souvent l'habitude de voir ici, qui sont plutôt des coupes rases, oui. Donc des coupes à blanc. Ici, l'idée c'était de conserver un capital et de prélever pour diminuer la densité, améliorer la forêt, parce qu'on a travaillé au profit des arbres les plus beaux, et puis de pouvoir refaire une éclaircie un peu plus tard. Et pas tout couper, tout ramasser le capital et puis qu'il ne se passe plus rien pendant 60 ans. Cette sylviculture à couvert continu va permettre au fil du temps l'amélioration du peuplement et le retour d'un sous-étage d'essences diversifiées, comme ici, après 30 ans d'une telle gestion. Elle favorise la biodiversité tout en donnant des revenus réguliers aux propriétaires, génération après génération. Chaque essence y a sa place, son rôle et ses usages. Toute la faune s'y épanouit et la diversité
stimule la résilience au changement climatique. En s'appuyant sur le fonctionnement naturel de la forêt, le territoire cévenol, presque entièrement recouvert d'arbres, devrait, si chacun s'y met, relever les défis à venir.